sommes le 3 décembre, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Le journal est dans l'actualité aujourd'hui. Non, le Sénat n'est pas une chambre d'enregistrement pour son président, l'UMP Gérard Larcher. Elle doit jouer son rôle dans la vie politique et se faire connaître des citoyens. Cela passe par une présence des élus sur le terrain. Rencontre tout à l'heure avec le patron de la chambre haute du Parlement français dans sa permanence de Rambouillet. Au Salon du Cheval, la mode est au discount. C'est une mode lancée par une société yvelinoise. Des équipements moins chers pour ouvrir la discipline au plus grand nombre. Salon du Cheval jusqu'au 7 décembre. Et puis retour tout à l'heure sur ce spectacle du Cirque national de Chine. C'était à Trappes. Une relecture d'Alice au pays des merveilles proposée le temps d'un week-end. Et pour débuter, une trentaine de jeunes Yvelinois a reçu hier son attestation de compétences acquises. Ils étaient stagiaires à l'école de la deuxième chance de Trappes. Ils sont maintenant dans le monde du travail ou en formation. On les écoute. Elle m'a aidé aussi à grandir au niveau professionnel parce que j'avais aucune expérience. Du coup, avec les stages, etc., j'ai pu me donner un peu de... Voilà, et au moment de l'entretien, j'ai réussi. Donc du coup, j'ai eu l'emploi, ce qui est génial pour le coup. C'est une très belle victoire. Voilà, j'ai quelque chose à avoir à la fin de l'année. Et puis voilà, c'est que du bonheur pour l'instant. C'est une grande chose. C'est ému quoi. Et c'est un parcours vraiment génial pour moi. Et il y a plein de choses, je veux dire, que j'ai oubliées lorsque j'étais au collège. Et voilà, j'ai tout refait. Et surtout les maths, français. Moi, j'étais complètement naze en maths. Là, ça va. Et lors de cette soirée, un partenariat a été signé entre l'école de la deuxième chance et la CEVESC, une entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau, un moyen de proposer d'autres stages professionnels au public de l'école, mais aussi d'obtenir des fonds pour le fonctionnement à travers la taxe d'apprentissage. C'est toujours très compliqué financièrement, on a besoin de financement public, c'est une denrée rare. Et en ce moment, on est en train de construire les budgets 2015 et c'est une bagarre permanente, ça va pas en s'arrangeant, mais par contre, il y a vraiment une volonté forte, à la fois de l'État, à la fois de la région. Monsieur Rebsamen a eu l'occasion de répondre à une question du gouvernement au sujet des écoles de la deuxième chance la semaine dernière. On est en train de s'organiser pour que ça fonctionne bien, mais il y a beaucoup d'huile à mettre dans les rouages et on s'y emploie tous avec énergie. C'est plus de 10% de notre budget, donc on est au-delà de la bouffée d'air frais, on est sur une ressource nécessaire et indispensable. À l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle permanence à Rambouillet, le président du Sénat élu sur ce secteur, Gérard Larcher, nous reçoit pour échanger sur l'actualité politique, actualité nationale avec l'élection de Nicolas Sarkozy, l'actualité locale également avec les prochaines élections départementales. Le président UMP du Sénat qui revient aussi sur le rôle qu'il entend donner à son institution au cours des prochains mois. C'est l'entretien de cette édition du mercredi 3 décembre. Nous sommes à la permanence du président du Sénat à Rambouillet. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans cette permanence de la rue Dreyfus à Rambouillet. L'actualité aujourd'hui, c'est forcément l'élection à la présidence de l'UMP, Nicolas Sarkozy, qui l'emporte avec 64,5% des suffrages. Est-ce que c'est un bon score, suffisant pour un président de l'UMP? Et au-delà de ça, que pensez-vous des résultats et de Bruno Le Maire et d'Hervé Mariton? Tout d'abord, nous avons un président à l'UMP choisi clairement par un score qui est un bon score. Aujourd'hui, il faut construire. Il faut construire une UMP qui se rassemble, qui prépare son projet et qui, à la rencontre des Français, leur propose une alternative à l'échec du gouvernement socialiste ou à l'espèce de fuite en avant vers le populisme. Nous avons une responsabilité de formation républicaine, de centre et de droite, dans lequel le gaulliste que je suis entend jouer aux côtés du président à la construction de ce projet, avec la sensibilité qui est la mienne. On avait parlé d'un raz-de-marée pour Nicolas Sarkozy au niveau des voix, c'est visiblement pas le cas. Ça s'explique aussi peut-être par les prises de position de Nicolas Sarkozy pendant la campagne, je pense au mariage pour tous, par exemple. D'ailleurs, comment vous vous positionnez sur ce qui a été dit sur cette loi Taubira? Moi, j'ai voté contre la loi Taubira, je me suis même largement exprimé. Je ne suis pas favorable à l'abrogation, je l'ai dit. Je suis pour une réécriture, notamment pour éclairer très clairement les questions de filiation, de gestation pour autrui, et notamment de procréation médicalement assistée. Voilà des sujets qui méritent la clarté, et la loi Taubira n'a pas été très claire. Mais pas d'abrogation. Parce que vous faites la différence entre réécriture et abrogation. Pour Nicolas Sarkozy, finalement, il n'y a qu'un pas de l'un à l'autre. Elle n'est pas anticonstitutionnelle.
mais je pense que ça n'est pas la voie dans laquelle on doit s'engager. Alors, est-ce que la voie du renouvellement de l'UMP, il faut s'y engager? Et ça veut dire, est-ce qu'il faut changer le nom de l'UMP, par exemple? Est-ce qu'il faut réécrire le parti? La priorité, c'est de construire un projet. Le projet pour la France d'aujourd'hui. Une France qui n'a plus de croissance. Une France où le chômage est devenu de masse. Où chaque mois, on a entre 20 000 et 30 000 chômeurs de plus. Une France qui doute. Une France qui est à la traîne en Europe. C'est les réponses qu'il faut apporter. Et puis, c'est à l'issue de tout ça, il apparaît que ce vaste rassemblement doit porter un nouveau nom. Pourquoi pas? Mais si on commence par le nom sans avoir répondu à l'essentiel, je crois qu'on aura manqué un rendez-vous. Et je ne doute pas que Nicolas Sarkozy, avec tous le rassemblement qui va se retrouver à l'UMP, n'ait pas pour priorité d'abord de construire le projet d'alternance. Mesdames et messieurs les conseillers généraux, les supputations... On parle des élections, on va s'intéresser peut-être aux élections plus locales. C'est la prochaine échéance, les cantonales, enfin anciennement cantonales, aujourd'hui départementales. Sur Rambouillet, il y a un choix encore qui n'a pas été fait. C'est Christine Boutin, la conseillère départementale sortante. Vous souhaitez qu'elle se représente ou pas? D'abord, à noter que nous avons eu un accord avec deux cantons réservés dans les nouveaux cantons, celui de Montigny-Guyancourt et celui de Rambouillet-Saint-Arnaud en Yvelines. Christine Boutin nous fera connaître sa décision. Et votre souhait? Dans quelques semaines. Ça lui appartient. Et ça lui appartient dans un dialogue avec les militants, les citoyens et avec le député de la circonscription. Et personnellement, je la rencontrerai très bientôt. Même question pour le secteur Montigny-Guyancourt, le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui pourrait se présenter. Enfin, ça paraîtrait logique. Enfin, est-ce que vous y êtes favorable? Il est un homme politique important du secteur, donc avoir son avis, prendre en compte sa décision est quelque chose d'essentiel. Mais votre volonté, est-ce que ce serait important qu'il soit candidat? Est-ce que c'est un risque qu'il soit candidat parce qu'il serait face au sortant, le socialiste François Deligné, le maire de Guyancourt? Dans la vie politique, vous prenez toujours un risque quand vous êtes candidat. J'en sais quelque chose. Et quand on est Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Je pense en tous les cas que sa décision, je la partagerai. À voter. Le local, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Vous avez récemment discuté avec les maires lors du congrès des maires. Vous avez voulu les rassurer en leur disant qu'il fallait faire attention non seulement à la baisse des dotations, et puis aussi à la simplification des normes. On peut peut-être revenir sur ça. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour un élu local de mener sa commune. Si la droite devait revenir aux affaires, qu'est-ce que la droite changerait? Depuis tous les gouvernements, depuis 40 ans, on a empilé des normes. Gouvernement de gauche, gouvernement de droite et du centre. Donc, nous avons une responsabilité partagée. L'Association des maires de France a fait un calcul. 400 000 normes empilées. L'an dernier, 2013, le Conseil national d'évaluation des normes a estimé un surcoût pour les collectivités territoriales d'1,2 milliard. Nous sommes dans une période où nous savons que les collectivités doivent participer à la réduction de la dépense publique. On nous impose même brutalement 3,7 milliards cette année. Il faut impérativement alléger les normes. Les rythmes scolaires, c'est des nouvelles normes à poser. Des décisions, notamment d'aménagement de bâtiments, des normes de sécurité, certaines sont utiles, d'autres sont-elles totalement indispensables. Si je prends aussi l'évolution des traitements dans la fonction publique, c'est une décision de l'État qui s'applique aux collectivités. Donc, aujourd'hui, les collectivités sont dans une seringue assez épouvantable. Moins 30%, vient de dire un rapport, droite et gauche confondus, au Sénat de la délégation collectivité territoriale, moins 30% de capacité d'investissement. Ça va avoir une conséquence dans la vie quotidienne. D'abord dans les communes, la voirie, par exemple. Je vais prendre ce premier exemple, l'entretien des bâtiments. Mais derrière, des conséquences sur l'emploi, sur les rentrées de TVA pour l'État. Il faut aussi faire un calcul. Le secteur du bâtiment et des travaux publics va mal, tout le monde le sait. Et donc pour fusionner les agglomérations, faire des agglomérations plus larges, c'est une bonne piste pour justement permettre ces économies? La première des pistes, c'est la clarification des compétences. La seconde des choses, c'est naturellement la mutualisation entre communautés de communes, d'agglos ou communautés urbaines et les communes. Là, il faut qu'on aille plus loin. Mais des super agglomérations de 800 000 habitants, par exemple. Alors, les super agglomérations, je suis assez réservé. C'était l'idée du préfet de région. Face à l'immensité, l'idée du préfet de région, il faut qu'il s'en méfie. Je rappelle que le général de Gaulle avait divisé la Seine-et-Oise pour éviter l'immensité
parce qu'il faut aussi de la proximité. Or, aujourd'hui, la commune, ça reste le lieu de la proximité. Et en ces temps de désarroi, de crise morale, vous voyez bien que seul le maire adjoint, le conseiller municipal a la confiance majoritaire des élus. Ça mérite d'y réfléchir. Vous parliez des compétences, ça permet de revenir tout de même sur les départements, parce que quelles compétences pour les conseils départementaux à partir du prochain scrutin? Le Sénat avait fait un rapport d'ailleurs qui était co-signé d'un certain nombre de sénateurs dont j'étais, sous la présidence de Jean-Pierre Raffarin, avec un rapporteur socialiste, président du conseil général de Haute-Saône, Pierre-Yves Cratinger. On avait dit le département, c'est la proximité sociale. Par exemple, l'aide sociale à l'enfance, est-ce que vous la faites traiter dans une immense région de 11 millions d'habitants? Ou est-ce que vous la faites traiter par une communauté de communes de moins de 20 000 habitants? Non, c'est le département. Et la proximité territoriale, l'aménagement, les relations avec les communes, c'est ça la vision du département. Une région stratège, et notamment pour notre région Île-de-France, on voit bien le rôle dans le développement économique, dans les grands dossiers d'aménagement, l'université, la recherche. Vous parliez de faire le grand chelem sur le conseil départemental dans les Yvelines. Je l'espère. Il va falloir expliquer les compétences aussi aux électeurs pour qu'ils se mobilisent, parce que c'est un scrutin qui mobilise peu. Et là, ça va être encore, le paradoxe d'un gouvernement qui n'a cessé de changer les dates et qui, je le rappelle, a présenté 4 versions différentes de la réforme territoriale en moins de 2 ans. Et il faudra que le gouvernement assume cette part d'irresponsabilité qu'il a eue sur la réforme territoriale. Ce sera à nous, à l'issue du débat du Sénat, de dire quel département nous voulons. Une dernière question, vous êtes président du Sénat, vous souhaitez un bicamérisme très vivant, vous souhaitez aller à la rencontre des électeurs, leur expliquer ce que fait le Sénat. Concrètement, ça va se traduire comment cette permanence, le Sénat hors les murs, des sénateurs qui rencontrent les citoyens, qui rencontrent la vie économique, la vie sociale du pays, un Sénat qui examine complètement les projets de loi de finances, qui les amende, un Sénat qui examine l'ensemble des textes et qui ne les rejette pas a priori. Et moi-même, dans la permanence ici à Rambouillet, au 7 de la rue Dreyfus, au 7 bis, je veux être à la rencontre des citoyens, à la rencontre des élus, parce que je n'oublie pas que ma légitimité, elle est en Yvelines. C'est là où j'ai reçu mandat au suffrage universel indirect des élus municipaux, des élus départementaux et régionaux. Mais les élus municipaux, c'est les élus des citoyens. Et ils forment 96% de mon corps électoral. Je dois les rencontrer, je dois les voir. Voilà pourquoi je me rends dans les communes et je vais me rendre dans toutes les communes. Voilà pourquoi aussi je souhaite que les citoyens n'hésitent pas à venir rencontrer leurs sénateurs et leurs sénateurs des Yvelines. Tant qu'à faire le président du Sénat, c'est aussi bien. Gérard Larcher, d'où, au travers de la présence de bénévoles, mais aussi d'une collaboratrice parlementaire professionnelle, la possibilité de se rencontrer et moi-même d'être présent pour recevoir en rendez-vous aussi bien les élus que les citoyens. Et que les journalistes, comme aujourd'hui. Merci beaucoup Gérard Larcher. Merci d'être venu. La suite de ce journal est toujours en politique. Pierre Bédier, président UMP du Conseil général des Yvelines, vient d'apporter son soutien au principe du pass Navigo. Valérie Pécresse, la chef de file de l'opposition régionale responsable locale de l'UMP, s'est montrée très critique envers un tarif unique, une mesure portée par le socialiste Jean-Paul Huchon et les écologistes. Rappelons que la carte mensuelle à tarif unique pourrait rentrer en vigueur en septembre 2015 pour un montant de 70 €. En attendant, les tarifs des transports en commun en Ile-de-France devraient augmenter en janvier de près de 3% en moyenne. Hausse de la TVA, crise économique, l'équitation est-elle épargnée par la crise? Au salon du cheval à Villepinte, certaines entreprises se démarquent et se mettent à vendre des équipements équestres à prix cassé. Yolène Thorez et Elodie Moine se sont arrêtés sur les stands de 2 de ces entreprises basées dans les Yvelines. Reportage. C'est la 2e fois que Véronique délocalise ses produits sur le salon du cheval à Villepinte. Dans sa boutique basée à Oudan dans les Yvelines, elle propose des équipements pour chevaux et cavaliers. Sa particularité, vendre des produits haut de gamme, mais à des prix cassés et accessibles à tous. Car le monde de l'équitation n'est pas épargné par la crise. Ça va encore plus les toucher, eux. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a changé la TVA et a fait des augmentations colossales sur le prix des pensions. Et donc forcément, le cavalier va d'abord mettre tout dans son cheval et il gardera les miettes pour lui. Véronique a ouvert sa boutique il y a 1 an en pleine période de crise. Pour voir si elle est bien positionnée par rapport aux autres marques et toucher une clientèle pas seulement régionale mais aussi nationale, le Salon du Cheval est l'endroit idéal. L'investissement est lourd, 11 000 € pour un stand de 40 mètres carrés durant les 9 jours de l'événement. À voir les clients qui s'arrêtent, son concept d'équitation discount attire. Dans un univers de passionnés et non de business, c'est plutôt nouveau.
Mais comment vendre des produits équestres à prix cassé ? Sa société est récente, sa trésorerie est encore insuffisante pour acheter des volumes importants aux fournisseurs. Alors il faut trouver d'autres solutions. Je vais plutôt travailler avec une marque, la travailler suffisamment bien pour qu'il me donne une marge arrière. Et cette marge arrière, je l'offre à mes clients pour que le produit reste accessible. À quelques mètres de là, une autre entreprise yvelinoise a fait le déplacement. Ici, même concept, tout type d'équipement et au meilleur prix possible. Dans cette sellerie basée au Mesnil-le-Roi depuis 16 ans, le gérant a vu évoluer les achats des consommateurs. Moins d'accessoires mode achetés, mais plus d'accessoires techniques. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, on n'était plus sur du produit futile. Aujourd'hui, les gens se ressentent sur du produit utile et de bonne qualité et à un bon prix. Une consommation différente qui l'a amené, il y a 3 ans environ, à revoir ses méthodes de vente. On a concentré nos achats sur moins de marques, mais avec des volumes plus importants, de manière justement à pouvoir proposer ces prix plus intéressants. Avant, vous proposiez plus de marques ? Voilà, tout à fait. Ouais. Le Salon du Cheval se tient jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Villepinte. Sport, les mondiaux de cyclisme se dérouleront du 18 au 22 février au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Championnat du monde sur piste pour lesquels la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Et pour les Saint-Quentinois, des remises. Le pack famille un jour est par exemple à 73 € au lieu de 81. La France avait déjà organisé cet événement en 98 et en 2006. Mais à Bordeaux, la Fédération française de cyclisme qui parle de reconnaissance après les efforts réalisés pour ériger ce vélodrome, ce site. Toujours en cyclisme, le 8 mars va s'élancer la 73e édition du Paris-Nice. C'est la 6e fois que cette compétition débutera dans les Yvelines. Prologue à Maurepas et première étape à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Anthony Rech. Entre Paris-Nice et les Yvelines, l'histoire d'amour ne s'arrête plus. Les 8 et 9 mars prochains, la course au soleil s'élancera pour la 6e fois du département. La Vallée de Chevreuse, c'est indissociable de la mémoire et de la légende de Jacques Anquetil, des grandes années du Grand Prix des Nations, donc du Grand Prix des Nations dans les années 50 jusqu'au championnat du monde sur piste en février prochain et à Paris-Nice l'année prochaine, comme ces 5 dernières années et comme encore au moins deux autres années, ça veut bien dire quelque chose. Puis il y a surtout dans les Yvelines ce lien évident, réel, concret entre la pratique de la bicyclette au quotidien et le cyclisme des champions. Avec l'ouverture du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines et ses 70 000 hectares de forêt, le département des Yvelines est désormais une terre propice à toutes les pratiques du vélo. Il y a eu un peu plus d'éditions en dehors des Yvelines que dans les Yvelines, mais c'est vrai que ces 6 dernières éditions ont vu s'associer un département qui est un département très cycliste, puisque à la fois de cyclotourisme, mais aussi de cyclisme de compétition, avec maintenant le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Contrairement à 2014, un prologue de 6 km 700 lancera la course à travers la ville de Maurepas. Les coureurs devraient partir du parc du Bout des Clos en passant par la rue de la Tour pour terminer du côté du boulevard Michel Miseret. C'est une fierté, puis je pense que je ne pouvais pas espérer mieux, en tout cas en début de mandat, d'accueillir cette 73e édition du Paris-Nice, ce prologue, parce que voilà, ça va démarrer le dimanche 8 mars pour ce qui concerne la course, mais pour ce qui concerne l'animation dans la ville, ça va commencer déjà dès le samedi. Donc on va en profiter vraiment pour faire rayonner la ville de Maurepas. Au lendemain du prologue, la première étape partira de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour une destination encore inconnue. Mais le peloton devrait se diriger vers le Loir-et-Cher pour le reste du tracé. Il faudra attendre le 3 février et la présentation officielle de cette 73e édition. Sport toujours, dernier round de répétition, ce moment pour Ahmed El Moussaoui. Il va tenter dans quelques jours de décrocher la ceinture européenne des poids welters. L'occasion pour ce représentant de la Verrière de montrer qu'il a franchi un nouveau palier dans sa carrière pour devenir l'un des tout meilleurs de sa catégorie. Ses yeux transpirent l'ambition et la rage de vaincre. Un an après son titre de champion de France, Ahmed El Moussaoui s'attaque à la ceinture de l'Union européenne des welters. En l'espace de 12 mois, le prince de la boxe française a énormément mûri et s'est professionnalisé. Suivi par un ostéopathe et un diététicien, le Verriérois s'est entouré d'un préparateur physique, Jean-Baptiste Congourdeau, pour ne plus penser qu'à la boxe. J'essaie de mettre les chances de mon côté. Et, j'ai un cap encore à franchir. Non, je suis classé 9e européen. Je pense que après ce combat-là, pour moi, actuellement, je fais partie des meilleurs européens. Après, maintenant, voilà, c'est à moi de prouver que je le suis vraiment.
Pour le ring, il a également changé d'entraîneur. Le chapitre américain est refermé. C'est désormais Youssef Barid qui s'occupe de lui entre les cordes. Avec lui, Ahmed El Moussaoui travaille plus l'aspect tactique d'un combat. Mon ancien entraîneur des États-Unis, c'était plus du long et c'était plus de la résistance. Par contre, là, c'est plus court, on va dire 1h30, 2 heures d'entraînement, mais c'est super intensif. Et les entraînements sont beaucoup plus variés et je sens la progression tout de suite. Tel un scientifique, Youssef Barid décrypte le moindre des mouvements de son boxeur. L'objectif, exceller dans la simplicité pour s'éviter toute mauvaise surprise le jour du combat. C'est un boxeur longiligne, grand pour sa catégorie, donc avec une grande amplitude de bras. C'est quelqu'un de mobile, de combatif, de rapide, mais qui prend trop de risques. Voilà. Alors c'est bien pour le public, c'est bien pour ses fans, et c'est moins bien pour la suite de sa carrière. Voilà, il faut le préserver. Ses qualités un petit peu de combattant le desservent un petit peu. Ce jour-là, à l'entraînement, son partenaire n'est autre que le challenger pour la ceinture européenne des super welter, Karim Merouj. Et au bout de quelques reprises, Ahmed enlève son casque de protection comme pour ressentir un peu plus l'intensité du combat que pourrait lui réserver son adversaire. Car il lui faudra faire face au champion d'Espagne, Aitor Nieto, un boxeur longiligne de 30 ans au même profil physique que le français. Si avec seulement une défaite, en 22 combats, le Verriérois part favori, il devra confirmer les espoirs placés en lui depuis son titre national. Réponse le 6 décembre prochain. Et pour terminer ce journal, retour à présent sur le spectacle proposé par le Cirque national de Chine le week-end dernier à Trappes. Les acrobates ont proposé une relecture d'Alice au pays des merveilles. L'œuvre de Lewis Carroll a 152 ans aujourd'hui, mais pas une ride. Mélanie Poquet, William L. Angleterre, donc en Chine. Un lapin blanc en retard, comme un air de déjà-vu. Alice au pays des merveilles, le conte est bien connu, mais ces personnages-là sont modernes, ancrés dans le monde d'aujourd'hui et chinois. Dans la Chine d'aujourd'hui, Lewis Carroll est encore plus fou. À son époque, c'était plus sage. C'est un personnage très mystérieux. Même s'il est replacé dans la Chine d'aujourd'hui, il reste avec tout son mystère. Roman britannique, artiste chinois et créateur français, un melting pot où les traditions des uns et des autres se mélangent. On a progressé sur le plan du jeu d'acteur car avant en Chine il n'était pas très développé, il suffisait de sourire et c'est tout. Avec le metteur en scène français, on a appris à ce que ça vienne de l'intérieur, à montrer les émotions. Même dans la musique, il y a des instruments chinois, c'est important de montrer notre culture. Tous les arts du cirque sont chinois. Une folie poétique interprétée par 25 artistes. Acrobates, magiciens, contorsionnistes, ils ont entre 15 et 30 ans. Ils viennent de l'académie de Tianjin, au sud de Pékin. Après plus d'une heure et demie et 18 tableaux, les spectateurs ne s'y sont pas trompés. J'ai beaucoup admiré les artistes. C'est un travail considérable et c'est magique. Un des meilleurs cirques que j'ai pu voir. Donc c'est une réinterprétation moderne du conte de Lewis Carroll, qui est à la fois très moderne, très asiatique et très fraîche. Le public trappiste est tombé sous le charme. Alice, elle, est déjà repartie. Dans quelques instants sur TV Fil Kiosque, l'hebdomadaire de la culture. À demain, jeudi, dès 18h pour une édition du journal très largement consacrée au Téléthon. D'ici là, bonne soirée.